Il avait été sur le il ne frappe à des hauteurs importantes. Mesdames, Messieurs, je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Il me faut faire l'appel. Thomas ? Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc Armand Rivière, oui, je suis présent. Rachel Sacussi, Manu Bourguin, Aurélie Mialon, Jean-Marie Bousquet, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, il est là, Daniel Desmoulins, René Verdeil, Robert Vivares, Marie Ballestero, Daniel Azemar. Allez, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, Absente, procuration, Madame Mialon. François Castillo, Absent, procuration à Monsieur Bourguin. Katia Siette, Georges Lopez, je l'ai vu, Nadia Bentard, Absente, procuration à Monsieur Santos. et William Santos, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutra de Germain, Géraldine Bousquet, Bonsoir. allez, Marie-Hélène Chassagne, Alain Vogel-Singer, absent, Valérie Forme, Kevin Vertichon, qui est absent, Annick Sadje et Serge Ivora. Alors, il faut désigner un ou une secrétaire de séance. Je propose Rachel Sacussi, sauf si quelqu'un se lève et demande de le faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je fais juste l'adoption du dernier procès verbal du dernier conseil municipal du 15 mai 2024. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous propose de débuter par les questions financières, puisqu'il y a le compte administratif à l'ordre du jour, et cela permettra de libérer, s'il le souhaite, Frédéric. Donc, je vous propose de passer à l'approbation des comptes de gestion de l'exercice 2023, par la présentation certainement faite pour le compte administratif aussi. René Verdeil et Frédéric Roy. Oui, donc merci Monsieur le maire. On va présenter effectivement les finances et en particulier compte de gestion 2023, compte administratif 2023. Comme vous le savez, le compte administratif, c'est le résultat de l'année écoulée avec ce qui a été réalisé comparé au budget qui avait été voté précédemment. Je dois dire que la majorité municipale et les services se sont plutôt bien tenus puisque les résultats sont quand même relativement bons, même si on peut toujours faire mieux et on va continuer à essayer au cours de l'année 2024 et des années suivantes à améliorer la situation financière qui reste toujours difficile pour les communes avec, comme vous le savez, les problèmes d'inflation, les problèmes énergétiques, etc. Et donc, je ne vais pas être plus long et je vais laisser Frédéric Roy vous présenter le PowerPoint qu'il a préparé pour vous expliquer tout ça. Bonsoir à tous. Donc, présentation des comptes de gestion, une manière conjointe des comptes administratifs. On présentera plus les comptes administratifs puisque ils sont établis en concordance avec les comptes de gestion. Donc, dans un premier temps, un élément de cadrage, de contexte économique. Donc, l'année 2023 pour toutes les collectivités, mais également pour l'ensemble des entreprises et des ménages, a marqué un ralentissement de l'activité économique et un niveau encore élevé d'inflation, établi à 4,9% pour toute l'année 2023. Donc,
qu'est-ce que ça impacte sur les finances des collectivités? Une diminution de leurs recettes, notamment des droits de mutation à titre onéreux, donc des taxes sur les transactions immobilières, et une augmentation générale de leurs dépenses, tant sur les fournitures courantes que sur les investissements, sur les projets d'investissement, et sur les charges de personnel. Donc la résultante, c'est une épargne, donc un autofinancement qui se trouve affecté. Concernant la ville de Pézenas, donc effectivement, elle est confrontée aux mêmes problématiques. La situation financière, quand même, à l'issue de l'exercice 2023, résiste malgré des difficultés, tout en marquant quand même une dégradation par rapport à l'exercice 2022, qui avait été une année financièrement très favorable. Donc, effectivement, par rapport à 2022, une dégradation légère, mais on peut voir que sur une période un peu plus longue, les grands équilibres favorables se confortent. Précisément sur l'exercice 2023, le fameux effet ciseau marqué par une hausse des dépenses de fonctionnement et une baisse des recettes de fonctionnement donc est marquée. Donc une hausse des dépenses de fonctionnement de plus 1,77% pour une baisse des recettes de fonctionnement de 1,17%. Donc, dans ce contexte, quand même, la ville voit son investissement progresser par rapport à l'exercice 2022. Donc, un investissement qui a été réalisé donc au service de la qualité de vie, de l'attractivité et de l'économie locale et nationale. Pour entrer dans le détail des éléments chiffrés consolidés sur l'exercice 2023. Donc quand je parle d'éléments consolidés, c'est une présentation globale du budget principal et des budgets annexes. Donc sur la section de fonctionnement, un résultat net de 3 679 611,48 € pour un résultat déficitaire de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser de 390 234,64 €. Donc toute section confondue, tout budget confondu, le résultat net du périmètre financier de la ville de Pézenas est de 3 289 376,84 €. Donc les trois éléments à mettre en exergue. Donc c'est un résultat net de l'exercice 2023, 2 160 440,36 €. Donc, comme je vous le disais, une progression des dépenses d'investissement par rapport à 2022 de 4,90% et une mobilisation du fonds de roulement, donc de la trésorerie, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, de 1 800 000 €. Donc, on a fait dégonfler de la trésorerie de sorte à mobiliser le moins possible d'emprunts ou à décaler au mieux les nécessités de recours à l'emprunt pour, in fine, économiser sur les frais financiers. Les taux d'exécution 2023, donc comme vous présentez monsieur Verdeil, le compte administratif s'attache aussi à comparer le prévu au budget primitif et le réalisé. Donc quand on compare les prévisions et les réalisations, on a des taux d'exécution. Donc en dépenses réelles, section de fonctionnement et section d'investissement confondues, donc les taux de réalisation s'établissent à un peu plus de 80%, donc des prévisions à hauteur de 24 179 609 € pour des réalisations à hauteur de 19 369 801 €. En termes de recettes, on verra que les taux de réalisation sont supérieurs au taux de réalisation des dépenses. Donc les taux de réalisation en recettes s'établissent à près de 90%. Donc on est sur des éléments assez favorables ou assez bons, on va dire, sur les taux de réalisation, bien qu'il soit toujours nécessaire de s'améliorer, mais on est quand même sur des niveaux de réalisation qui sont bons, qui démontrent une sincérité budgétaire. Vous voyez, sur le budget principal, par exemple, on est à plus de 90% de réalisation de recettes. Donc, on a quand même une légère dégradation des taux de réalisation, des taux d'exécution par rapport à 2022, pour plusieurs raisons, 4 raisons principales.
Tout d'abord, une consommation moins importante que prévu des dépenses liées à l'énergie. Donc les prévisions qui avaient été faites pour l'exercice 2023 sur les dépenses d'énergie, c'était basé sur des estimations fournies par le syndicat Aéroénergie au tout début de la crise énergétique, donc qui était assez élevé par prudence. Donc on avait repris ces estimations qui étaient cohérentes au moment où elles nous ont été fournies, mais c'est vrai que dans l'exécution de l'exercice 2023, avec également les dispositifs d'atténuation des prix liés à l'amortisseur électricité, notamment mis en place par l'État, on a moins consommé que ce qu'on avait prévu sur l'énergie. L'autre point, c'est également une maîtrise générale du chapitre 011 qui s'exécute par rapport à l'exercice 2022 avec moins 0,5%, donc une stabilité du 0,11 alors qu'on avait prévu une augmentation sous l'effet des prévisions liées à l'inflation. Donc la maîtrise de l'exécution de ce chapitre, elle entraîne un faible taux de réalisation en hauteur de 73%. En général, le chapitre 011 s'exécute entre 90 et 95%. L'autre facteur explicatif, c'est le décalage de certaines opérations d'investissement qui ont été inscrites au BP 2023, mais qui ont dû être décalées pour pouvoir obtenir des autorisations nécessaires, notamment le parking Tastaven-Liopis, et également une consommation plus faible qu'initialement prévue sur les travaux de l'avenue de Verdun ou sur les travaux de la maison consulaire en raison en fait de l'organisation des chantiers. Une présentation des soldes intermédiaires de gestion sur une durée plus longue parce que il n'est pas suffisant de comparer 2023 qu'à la lumière de l'exercice 2022, mais voilà, sur une durée de 4 ans, de 4 exercices complets, on peut voir quand même là maintenant une tendance qui se dénote. La tendance, c'est quand même un maintien ou une confortation de l'épargne brute. Donc l'épargne brute, en fait, on va dire que c'est le socle de la richesse financière. C'est ce qui permet à la collectivité, d'une part, de rembourser ses emprunts de l'année et de pouvoir investir. Donc l'épargne brute, vous la voyez au milieu du tableau. Donc en 2020, au 31 décembre 2020, elle était à 1 333 000 et des poussières. Donc en 2023, elle est quasiment à 1 900 000 euros. Donc on a une progression de l'épargne brute de l'exercice 2020 à l'exercice 2023 de 40%. Donc effectivement, quand on compare par rapport à 2022, comme je vous disais, une année financièrement très favorable, il y a effectivement une baisse, mais on peut considérer qu'on était sur une période quand même qui était, sur un exercice qui était relativement exceptionnel. Donc si on extrait du moins ce caractère exceptionnel, on est quand même sur une tendance qui se conforte de manière positive d'un point de vue financier. L'autre point à mettre en avant sur les soldes intermédiaires de gestion, c'est la diminution de l'encours de dette. Donc en 2020, on était quasiment à 19 millions d'encours de dette, 18 932 000. Pour être en 2023, l'ensemble de la dette confondue, donc je précise, dette bancaire plus dette dite de Saint-Christophe, on en a parlé à plusieurs reprises dans le cadre du conseil. Donc on est à 13 935 000, donc 5 millions de moins en 4 exercices, donc ça fait moins 26% d'encours de dette, donc un désendettement net de 5 millions d'euros sur les 4 années. Donc du coup la capacité de désendettement qui s'en trouve améliorée, qui est divisée par 2 on va dire par rapport à l'exercice 2020 où on était à 14,2 pour 2 années en 2020 pour être à 7,36 années en 2023. Donc la capacité des endettements là aussi qui progresse légèrement par rapport à 2022 qui est à 6 années 3 quarts. Mais on est quand même encore sur des niveaux de capacité de désendettement corrects pour une collectivité
de la strate de la ville de Pézenas, et en plus particulière, comme celle de Pézenas, avec des charges de centralité importantes, comme il vous a été également présenté dans le cadre de ce conseil précédemment. Pour commenter un petit peu ces soldes intermédiaires de gestion, donc l'effet ciseau dont je vous parlais en introduction, voilà, il marque une baisse de l'épargne de gestion de 1,27% entre 2022 et 2023. Un résultat financier qui est en diminution, puisque du fait du désendettement de la collectivité, la ville paye moins de frais financiers. Donc on a une amélioration. Hein. Quand on parle de diminution du résultat financier, en fait, c'est une amélioration de ce résultat, puisque la ville paye de moins en moins d'intérêts, puisqu'elle se désendette. Une épargne brute donc, qui est confortée par rapport à 2020, comme je vous le disais, qui est à plus 42% par rapport à cet exercice. Une poursuite du désendettement de la ville de moins 31,86% et une capacité de désendettement qui est en augmentation par rapport à 2022, mais qui reste en deçà de 2021 et même de 2020. Un petit focus sur les impacts du moins de l'inflation sur les comptes administratifs 2023. On a pu l'estimer de manière générale à 530 000 € en 2023. Il se décompose de la manière suivante. Donc il y a des effets directs. Ça, c'est l'augmentation des charges courantes, l'électricité, les fournitures. Donc on est à plus de 150 000 € entre l'énergie plus l'ensemble des fournitures directes. L'augmentation des intérêts des emprunts sur les emprunts qui ont été souscrits à taux variable, on est à plus 50 000 €. Les effets indirects, c'est de manière consécutive l'augmentation du salaire des agents territoriaux, donc qui a été décidé par l'État au 1er juillet 2023, c'est l'augmentation du point d'indice et l'augmentation du SMIC de plus 60 000 €. Et comme je vous disais, également une situation qui entraîne une dégradation des recettes pour la ville, donc des droits de mutation à titre onéreux. Quand on compare les droits de mutation à titre onéreux entre 2022 et 2023, on est à moins 170 000 €. Donc, effectivement, il n'y a pas la totalité qui est liée à l'inflation, mais on peut considérer qu'il y a une part du contexte économique de 2023 qui entraîne une dégradation de ces recettes. En matière de dette, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 sur les comptes administratifs? Donc, pour reposer le cadre, donc un désendettement, comme je vous le disais, de la collectivité entre 2020 et 2023. Donc, on passe de 19 millions d'euros d'aide bancaire à un peu plus de 13 millions d'euros, donc une évolution négative, donc un désendettement de 31,86%. En termes de contrats souscrits ou mobilisés, donc il y en a eu 3, 2 sur le budget principal, 1 sur le budget annexe parking, donc un contrat sur le budget principal souscrit en 2022 mais qui n'avait pas été mobilisé en 2022 puisqu'on n'avait pas besoin de trésorerie à la fin de l'exercice, donc il a été signé en septembre 2022 mais il a été mobilisé au courant de l'exercice 2023 pour venir soutenir de la trésorerie. Donc un contrat négocié à taux fixe à 2,76 auprès de la Banque Postale, donc 2,76%, ouais, taux fixe. 2 contrats ont été négociés mais non souscrits au courant de l'exercice 2023. Ils seront mobilisés, donc ils rentreront dans les caisses au courant de l'exercice 2024. Donc un sur le budget principal auprès de l'agence France Locale, donc établissement coopératif, on va dire, de collectivité pour lequel la ville est devenue actionnaire au courant de l'exercice 2023, ce qui lui permet de pouvoir accéder à des financements de cet organisme, qui est en fait un organisme coopératif regroupant des collectivités qui souhaitent y adhérer en apportant financièrement du capital. Donc un emprunt à 1 million d'euros, taux fixe 4,01%, et un emprunt souscrit pareil auprès du même établissement à 600 000 € sur le budget des parkings à 15 ans en taux fixe 3,87. Au-delà du flux de la dette en 2023, le stock, donc ce qu'on peut relever, c'est que au 1er janvier 2024, donc au 31 décembre 2023, la dette de la ville,
elle se décompose de la façon suivante. Donc on a 78% des emprunts qui sont à taux fixe, 22% du coup des emprunts qui sont sur taux variable qui sont quand même encadrés, ils ne peuvent pas exploser en fait. Donc on peut considérer que l'ensemble de la dette est quand même sécurisé. On a un emprunt qui est lié à l'inflation, qui a renchéri le coût des frais financiers au courant de l'année 2023, mais on sort de la période d'inflation forte, donc on ne devrait pas avoir sur l'année 2024 de surprise avec ce contrat qui avait été négocié en 2012 pour le financement du cours Jean Jaurès. Pour entrer dans le détail du compte administratif, les recettes réelles de fonctionnement consolidées donc sur l'ensemble des budgets, donc budget principal, je reprécise, budget principal et les budgets annexes qui sont au nombre de 4, théâtre, cinéma, parking et camp hôtel. Donc un total de recettes réelles de fonctionnement de 14 424 000 euros. Je vous passe les centimes. Sur ce volume de recettes réelles de fonctionnement, la part prépondérante, c'est les impôts. Les impôts et taxes, c'est ce qui alimente en fait le plus la section de fonctionnement en recettes. Donc c'est 65%. Il y a une évolution forte entre 2022 et 2023 de ce poste de recettes lié à la revalorisation forfaitaire des bases. Je rappelle que les taux des impôts directs n'ont pas été augmentés en 2023, non plus en 2024. L'augmentation provient de la revalorisation des bases qui est fixée de manière parlementaire dans le cadre de la loi de finances initiale. Donc une augmentation forte effectivement des impôts et taxes pour un volume global de recettes de 14 424 000. Le deuxième poste de recettes, c'est les dotations et participations, donc les dotations de l'État et les participations des organismes financeurs tels que la caisse d'allocation familiale, par exemple, pour le financement des services publics jeunesse et périscolaire. Et ensuite viennent les produits des services et du domaine, donc c'est les produits des services publics, on va dire, de manière générale. Et les autres produits de gestion courante, de manière assez faible, c'est généralement, en grande partie, les locations du patrimoine dont la ville est propriétaire, notamment donc, les échoppes, de manière générale. Donc une évolution des recettes donc, afférentes aux impôts qui proviennent donc de la revalorisation forfaitaire des bases, une diminution des recettes sur les produits du domaine qui est causée par la fin de la mise à disposition des agents à la communauté d'agglomération Aéro-Méditerranée dans le cadre de la mise à disposition de ces agents sur les compétences eau et assainissement, et une diminution des recettes également portant sur les remboursements d'indemnités journalières. Donc les remboursements d'indemnités journalières, c'est les recettes que perçoit la collectivité lorsque les agents de la ville sont arrêtés, arrêt de travail ou arrêt maladie. Donc on peut considérer qu'une une diminution des recettes des indemnités journalières, c'est généré par une diminution de l'absentéisme. En fait. Le taux d'exécution des recettes réelles de fonctionnement donc s'établit à plus de 100%. Donc on a encaissé plus de recettes que initialement prévu au budget, donc 14 426 000 euros de recettes réalisées pour un prévisionnel de 14 233 000 euros. Donc là aussi, cet excédent en termes de taux de réalisation, il est fortement lié aux impôts et taxes, où on avait budgété de manière prudente un niveau de recettes, vous voyez là, vous voyez au milieu du tableau à 8 972 000 euros pour en réaliser de 9 267 000. Donc on a réalisé plus en fait sur les impôts que ce qu'on avait prévu. Je passe aux dépenses réelles de fonctionnement. Donc des dépenses réelles de fonctionnement quand on compare 2023 à 2022 on va dire qui stagne, même qui baisse, dans un contexte d'inflation quand même. Donc ça, c'est quand même à relever. En 2022, 11 926 000 euros de dépenses réelles de fonctionnement. Et en 2023, donc 11 828 000. Donc 100 000 euros de recettes de dépenses réelles de fonctionnement, à moins par rapport à 2022.
quand bien même on évalue l'impact de l'inflation à hauteur de 530 000. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des efforts de maîtrise qui sont faits de manière générale, tant sur les charges de sur les charges de personnel, sur les charges à caractère général, sur l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Les recettes réelles d'investissement, je vais juste aborder les 3 points principaux pour pas vous perdre. 1 million d'euros mobilisés en emprunt, des subventions notifiées et encaissées d'un peu plus d'1 million d'euros là aussi. Et l'autre point important en termes de recettes sur la section d'investissement, c'est la vente des terrains dits de Saint-Christol auprès de la CEMOP, Saint-Christol, du même nom, donc d'un peu plus d'1 million, donc 1 500 000 et des poussières, 1 596 000 euros. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, en 2023, un total de dépenses réelles d'investissement de 6 253 000 euros. Donc la totalité, quasi-totalité est portée sur le budget de la commune. Les budgets annexes, on n'est pas sur des budgets qui portent beaucoup d'investissements, on est plus sur de l'exploitation, on va dire, du fonctionnement, quand bien même le budget parking a des besoins, notamment le parking Tastaven-Liopis, qui a été décalé sur l'exercice 2024 et pour lequel donc l'emprunt qui a été souscrit a aussi été décalé. Donc on aura de l'investissement réalisé sur le budget parking au courant de l'année 2024 et sur les années futures. Mais là, la totalité, on va dire la quasi-intégralité des dépenses réelles d'investissement sont portées sur le budget principal. Vous voyez 6 millions, un peu plus de 6 millions sur le budget de la ville, pour 6 250 000 réalisés de manière générale sur les autres budgets. Les taux d'exécution en section d'investissement, donc par budget, en dépenses réelles d'investissement, donc on est à 76%. Donc comprenant le réalisé et l'engagé, puisque l'engagé, en fait, on est sur des crédits qui sont déjà consommés, puisqu'on tient une comptabilité d'engagement. Donc au niveau des dépenses réelles d'investissement budgétées sur l'ensemble des budgets de la ville de 10 940 000 euros, pour un réalisé de 6 955 190 et un engagé d'1 308 000, donc à 76% de taux d'exécution. Au niveau des recettes réelles d'investissement, on se situe à 92% de taux d'exécution, avec donc un taux d'exécution qui n'atteint pas les 100% sur la section d'investissement, qui est lié en fait au décalage, comme je vous disais, de la mobilisation de certains emprunts, notamment l'emprunt qui est sur le budget principal, enfin les 2 emprunts qui ont été souscrits en 2023, donc l'emprunt du budget principal d'1 million d'euros qui a été négocié mais qui ne sera encaissé qu'en 2024, et également sur le budget du parking à hauteur de 600 000 euros. Juste pour concrétiser un petit peu les chiffres en termes d'équipement sur 2023, qu'est-ce qui s'est passé puisque sur la section d'investissement, effectivement, il y a des dépenses liées par exemple au remboursement de la dette, mais il y a aussi des projets qui sont comptabilisés dans le cadre de cette section. Donc sur l'année 2023, compte des projets qui ont été mandatés, donc payés en fait en 2023, à hauteur de 2 190 000 euros. Donc la traversée urbaine pour 616 000 euros, le démarrage de la traversée urbaine, donc l'avenue de Verdun, la traversée urbaine. Le démarrage également de la maison consulaire, enfin de la deuxième tranche de la maison consulaire à hauteur de 75 721 euros. La finalisation de la dernière tranche de la maison du peuple pour 64 360 euros. Des travaux sur la collégiale Saint-Jean pour 44 000, presque 45 000 euros. Des travaux sur les bâtiments administratifs pour 124 244 euros. Également des travaux sur les bâtiments scolaires, sur le bâtiment du centre de loisirs pour un peu plus de 144 000 euros. Des travaux sur les équipements sportifs pour près de 69 000 euros. Du matériel et des travaux sur les équipements culturels pour 66 429 euros. La rénovation du patrimoine du domaine privé de la ville, donc l'immeuble de la rue du Docteur Bastard et de la rue Louis Blanc, notamment le changement des huisseries pour générer des économies de fonctionnement
induite pour 113 619 €. Des travaux de voirie et des travaux d'équipement de voirie, donc travaux liés donc à l'aménagement de l'avenue François Curé, des bornes sur la rue Anatole France, pardon, notamment pour sécuriser l'accès au centre-ville, des travaux également sur la place du marché des 3-6 pour près de 252 000 €. L'entretien de l'éclairage public dans le cadre du contrat de partenariat pour 149 000 €. Une subvention d'équipement versée au SDIS pour la participation à l'extension du centre de secours, versée également à la CAM pour la réhabilitation de la piscine communautaire, et des subventions versées aux propriétaires privés qui font l'effort de rénover leurs immeubles pour 235 000 €, et l'acquisition de matériel roulant pour l'ensemble des services de la ville pour 235 213 €. Donc un total de 2 190 000 et des poussières sur ce qu'on peut vous présenter en termes d'équipement qui a été réalisé en 2023. Au-delà des projets qui ont été également lancés, notamment la traversée urbaine. Là, on est vraiment sur ce qui a été payé, mais en termes d'engagement contractuel, on est sur des volumes beaucoup plus importants, c'est 6 millions d'euros quoi, sur 3 exercices budgétaires. Voilà. Merci Frédéric. Si je peux insister sur quelques points. D'abord, c'est peut-être saluer la baisse des charges à caractère général, parce que ça montre bien les efforts des services pour essayer de tenir un budget et de limiter les impacts de l'inflation, tout en étant sur un nombre d'animations, de représentations, d'actions, de services constants pour la population, tout en maintenant aussi à 3,43% la hausse des charges, j'aime pas ce terme, mais des dépenses de personnel ou de l'investissement en personnel, alors qu'il a fallu absorber les augmentations liées aux décisions de l'État, et y compris un recrutement au moins pour territoire zéro chômeur dans le cadre de la finalisation du projet. Là aussi, ça reste, je crois, modeste. Saluer aussi les taux de réalisation, parce que ça prouve que quand on vote des budgets et qu'on annonce des choses, on les fait derrière. Quand on est à 82% de réalisation des dépenses réelles d'investissement, on connaît tous maintenant ce qu'est la vie d'un projet, du moment où on l'imagine, au moment où on le décide dans un budget et au moment où on le réalise. On le voit bien sur le parking Tastavien-Léopis, il y a des moments où les reports ne sont pas dus de notre fait, mais plus à des démarches administratives qui sont longues, et puis parfois à la vie même d'un projet. Quand on attaque un projet comme la maison consulaire, on ne peut le faire que sur des périodes limitées, donc un secteur sauvegardé, ce qui aussi justifie parfois qu'on décale les dépenses. Dans ce moment plutôt contraint avec l'inflation et avec l'effet ciseau que présentait Frédéric, on arrive quand même à augmenter de près de 5% les dépenses d'investissement. Ce qui est pas anodin. Alors on le fait comment? Je crois qu'on s'y était engagé, ou qu'on l'avait beaucoup dit. On le fait en allant chercher le plus possible des subventions, et cette année, on dépasse encore les 1 million d'euros. Ce ne sont pas que les subventions des collectivités locales, je tiens à le souligner, parce que on pourrait penser, mais il y a des subventions de l'État, il y a des subventions de la CAF, enfin il y a d'autres partenaires qui viennent contribuer au projet de Pézenas. Sans ça, nous ne pourrions pas, parce que, vous le savez, nous avons fait le choix d'essayer de modérer le recours à l'emprunt, et surtout de ne pas toucher au taux de la fiscalité locale. Donc c'est bien dans la recherche de partenaires et dans des évolutions comme le mécénat qu'on arrive à ces résultats-là, et à un résultat qui certes est dégradé par rapport à 2022, mais qui était amélioré en 2022 par rapport aux années précédentes, mais qui surtout n'est pas dégradé comme il aurait dû l'être ou pu l'être face à l'inflation, et comme il l'est certainement dans notre collectivité. Donc encore une fois, je veux remercier les services et les élus pour le travail accompli, afin d'essayer de maintenir à la fois la sincérité de notre budget et son équilibre pour pas plonger. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Sadje? Bonsoir. Nous remercions les services pour le travail et la présentation qui nous a été faite, comme d'habitude. Pour ces comptes administratifs de 2023, vous l'avez souligné, malgré les difficultés économiques, même si la capacité de désendettement
a un peu augmenté, elle est malgré tout satisfaisante. Vous vous êtes montré prudent avec des dépenses maîtrisées, vous l'avez dit aussi. Et par contre, en 2024, sauf à serrer les boulons, ce sera peut-être un peu plus difficile. Il est très compliqué pour une ville comme Pézenas d'investir avec un si petit budget. Et le recours à l'emprunt, dès lors que l'on veut réaliser un projet d'envergure, comme l'avenue de Verdun, est incontournable. Nous voudrions profiter aussi de ce CA pour faire un petit retour en arrière concernant la situation financière de la ville au lendemain des dernières élections de 2020. Durant le dernier mandat, la ville a acquis des terrains pour construire un lotissement sur Saint-Christol pour un montant de 4 millions porté par le PFLR. Afin de relayer ce portage qui arrivait à sa fin, la ville a décidé de créer une CEMOP qui regroupait aménageurs, promoteurs, architectes, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, je pense, agglo et ville de Pézenas. La création de la CEMOP ayant pris du retard, le montant des emprunts a été basculé sur le budget principal de la ville, faisant monter sa capacité de désendettement et mettant les voyants au rouge concernant la Chambre régionale des comptes et également lors de l'audit réalisé au début de votre mandat. Une fois la CEMOP créée, elle a, à partir de 2021, versé à la ville jusqu'en 2023 le montant de 4 millions d'euros environ, soit le montant de l'achat des terrains. Ce qui, avec les ventes d'actifs réalisées, a considérablement allégé le budget principal, mais aussi, grâce à votre bonne gestion, a permis de revenir peu à peu à une capacité de désendettement très acceptable sur l'exercice 2023. Je voulais demander, les travaux avenue François Curé, ils ont coûté combien à la ville? Un peu plus de 90 000 euros. Juste Pour 600 000 euros de travaux, hein, je Voilà. précise. Pardon? Pour 600 000 euros de travaux, uniquement à la ville. uniquement à la ville, 90 000 euros. D'accord. Le département ayant pris en charge la voirie et les réseaux d'eau, évidemment, comme vous le savez, c'est l'agglo. D'accord, d'accord. Mais du coup, sur la voirie, la piste cyclable, tout ça... La ville s'est contentée de la réfection. Ça, c'est le département, je pense. Le département a refait le goudron, on va le schématiser comme ça. La ville a payé les peintures, si on parle de la piste cyclable. Je croyais que c'était le département qui faisait les pistes. Non, non, ça c'est le choix de la ville. La ville a aussi repris les trottoirs, puisque le département ne s'occupe pas des trottoirs. Ça sera pareil sur Verdun. Le département prendra en charge la voirie centrale, mais ne prendra pas les abords, trottoirs, végétalisation et autres. Donc la ville devra refaire quand même la piste cyclable. La ville devra refaire la piste cyclable sur l'avenue François. Oui, oui, une fois qu'on aura fini les aléas de l'avenue de Verdun, effectivement, la piste cyclable de l'avenue François Curé sera redessinée. D'accord. Pas la piste cyclable qui a coûté le plus cher en peinture, on doit être à 20 000 euros. Voilà. Non, mais les peintures, c'est pas donné quand même. Enfin, bon, oui, mais alors on a une super équipe maintenant aux ateliers qui doit pouvoir aussi prendre les relèves. Voilà, on a tous conscience qu'il faut un rafraîchissement régulier. Peut-être juste quelques précisions sur votre intervention par rapport à Saint-Christol. L'agglo n'a jamais fait partie de la CEMOP, donc le seul actionnaire de la CEMOP à ce jour, peut-être ça évoluera, c'est la CIM, qui était justement le mandataire du groupement d'aménageurs, enfin qui était l'emménageur, et la ville. Donc 60% pour la CIM, 40% pour la ville. C'est pas nous qui avons fait le choix d'inscrire l'emprunt dans le budget de la ville en 2020, mais c'était la loi, puisqu'il devait être remboursé en 2019. C'est une opération blanche, hein. Quand la CEMOP nous rembourse 1,5 million de terrains, ça veut dire qu'on les a sortis à un moment, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on remboursait une tranche à l'EPF, la CEMOP venait compenser le remboursement de cette tranche, voire même, pour que nous n'ayons pas de problème de trésorerie, nous étions sur des opérations soit un peu avancées, soit quasi concomitantes pour qu'elles tiennent. Et sur l'ensemble des terrains, il reste toujours 1 million d'euros pour le domaine Saint-Christol, qui ne fait pas partie de l'enclave, enfin qui est une enclave dans la zone de la CEMOP, et on en remboursera 500 000 euros en 2024 et 500 000 euros en 2025. C'était juste voilà, la précision que je voulais apporter. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais en 2020, il y avait ces 4 millions sur le budget qui ont impacté le budget de la ville, faisant monter sa capacité de désendettement à 14. Aujourd'hui,
ces 4 millions ont été remboursés par la CEMOP. On est d'accord. Oui, totalement. Donc, voilà. Mais si le projet vous avez venait pour une annoncé- raison ou une autre à ne pas se faire, il reviendrait en partie dans le budget de la ville. Oui, mais vous avez annoncé un désendettement de 5 millions tout à l'heure sur la ville, bon, qui fait que ça a baissé. Je ne remets pas en cause après votre gestion. Vous avez eu une très bonne gestion. Merci. Ça. Non, mais la dette, c'est pas nous qui l'avons inscrite. D'ailleurs, Oui, mais je suis d'accord. vous pouvez nous tenir rigueur ou je ne sais pas comment le dire, mais chaque fois qu'on a parlé de la dette de la ville, on prend bien soin de différencier la dette bancaire, nous allons dire, la dette partenariat public-privé et la dette EPF pour bien différencier. Mais d'abord, et en plus, nous aurions pu arriver à un moment, alors nous avons eu la chance que l'EPF veuille négocier, que les actionnaires de la CEMOP se mettent d'accord. On aurait pu avoir à la rembourser quasiment les 4 millions, à nous dire, si l'EPF nous avait dit qu'il faut les payer demain, la CEMOP n'était pas en mesure de les payer non plus. On a réussi à mettre tout le monde autour de la table et à trouver un compromis. Mais effectivement, dans le désendettement significatif, il y a ça. Il y a aussi le fait que la première année de mandat de 2021, pour le coup, complète, on avait fait le choix où on avait réussi à passer sans emprunter. Et donc, du coup, on avait désendetté la ville en partie pour ça. Et effectivement, avec Verdun, nous allons mobiliser l'emprunt le moins possible, mais pour faire un projet comme ça, vous avez raison, on ne peut pas passer autrement que par l'emprunt. J'ai le droit de vous faire voter les comptes de gestion, puisque c'est le point 10, je vous propose de les voter s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde. Et je dois sortir, donc je laisse la parole à Rachel Sacusi pour les comptes administratifs. C'est le point. Oui, bonsoir à tous. Donc c'est le point 11. Donc je vais passer la parole à René Verdeil pour le point 11. Merci beaucoup, Madame la première adjointe. Donc, ce n'est pas très compliqué. Concernant le vote des comptes administratifs, je vais faire pareil. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. On peut rappeler Monsieur le maire. J'étais pas loin. J'ai entendu que vous l'aviez fait en binôme. L'affectation des résultats, Frédéric ? Oui, alors, ils vous ont été présentés dans le cadre de la note de synthèse. Je ne sais pas s'il y a besoin de commenter. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je peux vous les donner. De manière générale, l'affectation des résultats, donc c'est la procédure qui suit celle d'adoption du compte administratif et qui permet de déterminer de quelle manière et à quelle hauteur le résultat de fonctionnement va être affecté, notamment à la couverture du déficit de la section d'investissement. Et pour le report, donc le solde, donc le solde entre l'excédent de fonctionnement et le déficit d'investissement reporté sur la section de fonctionnement sur le budget de l'exercice 2024. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'affectation des résultats? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Décision modificative Campotel. René ou Frédéric, est-ce qu'il y a des précisions à apporter? C'était purement technique, puisque c'est à quelques dizaines d'euros près. Et Frédéric va vous les présenter. Les opérations de normes. Ouais, et également donc des décisions modificatives pour légères, on va dire, pour les premières sur 2 budgets annexes, le budget annexe du théâtre et celui du Camp Hôtel, qui sont liés en fait à un réajustement des résultats qui avaient été repris de manière anticipée au budget primitif. Donc au moment du budget primitif, l'exercice budgétaire 2023 n'était pas encore complètement clos, et donc à la clôture de cet exercice budgétaire, on a eu des ajustements avec le Trésor public, donc qui est nécessaire. Donc ces ajustements en fait ont impacté les résultats. Il est nécessaire de les reprendre et de les modifier ou même de les corriger pour être complètement transparent. Donc une correction sur le budget Camp Hôtel énorme, à hauteur de 10 centimes. Donc moins 10 centimes d'excédent antérieur reporté sur le budget annexe du Camp Hôtel, sur la section d'investissement, que l'on compense en autant 10 centimes sur les immobilisations corporelles.
Sur le budget annexe du théâtre, légèrement plus, donc 11,75 € sur le résultat antérieur reporté, donc le résultat de la section de fonctionnement. Donc 11,75 € de moins sur le budget annexe du théâtre que on reporte en termes de dépenses sur les autres charges de gestion courante en ajoutant 11,75 € supplémentaires. Donc vous voyez, le budget en fait n'évolue pas. Était à 528 000 au moment du budget primitif et reste, après cette modification, à 528 000 également sur les dépenses de la section de fonctionnement. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc pour les 10 centimes du Campotel dans la décision modificative, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde, et la décision modificative budget annexe théâtre, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde. Je vous remercie et je passe la parole à René Verdeil. Merci Monsieur le maire. Autorisation du maire de signer une convention d'encaissement pour compte de tiers avec le CCAS de Pézenas pour l'encaissement des produits des concessions de cimetières. Au titre de ses compétences, la commune gère le cimetière de Pézenas et assure la vente des concessions funéraires. Je devrais dire les cimetières de Pézenas, puisqu'il y en a deux. Afin de se conformer à la réglementation en vigueur et de faciliter les démarches des administrés, le produit des concessions va désormais être encaissé par la régie mixte, régie générale, occupation du domaine public. Le produit des concessions du cimetière étant partagé entre la commune et le CCAS, il convient de prévoir une convention d'encaissement pour compte de tiers entre les deux collectivités afin que la commune, par le biais de sa régie, soit autorisée à encaisser la part du CCAS sur le produit des concessions. Le reversement au CCAS sera opéré directement de la régie communale vers la régie du CCAS. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer la convention susmentionnée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point suivant, pour une subvention de fonctionnement exceptionnel à l'école de musique, Robert Vivarès. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc l'attribution d'une subvention de fonctionnement exceptionnel à l'école intercommunale de musique en pays de Pézenas. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que l'école est une association loi 1901 créée en 2005 sur le territoire des communes de Pézenas, Aume, Nizas, Montagnac, Lézignan, La Sèbe et Néfiès, qui sont donc les communes partenaires. À la rentrée 2023-24, l'école comptabilise 284 élèves, dont 94 résidents des communes non partenaires, dispense 17 disciplines différentes dans ses enseignements et prévoit d'organiser 8 prestations musicales offertes par les élèves aux communes partenaires. Le compte-rendu de l'Assemblée générale donc, du 27 avril 2024, transmis à la ville, retranscrit une clôture des comptes de l'exercice 2023 déficitaire de 5 062,54 €. Ce déficit résulte de plusieurs facteurs, un nombre d'élèves trop important engendrant une masse salariale très forte, 90% des dépenses, des tarifs trop bas qui ne couvrent pas le coût des élèves, une baisse des recettes causée par une baisse de la population de certaines communes partenaires, une hausse de la masse salariale du fait de l'évolution de carrière des salariés et des embauches réalisées en 2023 pour faire face à la croissance rapide des inscriptions. Dans ce contexte, donc, l'école a fait part aux communes partenaires de ses difficultés financières, les a saisies d'une demande de soutien financier exceptionnel permettant d'assurer la pérennité de l'activité de l'association. Au regard de l'intérêt local que revêt cette activité sur le territoire communal, justifié tant par le nombre d'élèves piscénois inscrits que par l'activité de l'association ayant pour objet l'éveil musical des habitants du territoire, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer à l'école une subvention de fonctionnement exceptionnel de 5 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Un complément de subvention à voter aussi. Thomas Guiraud. Tout à fait. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer un complément de subvention de fonctionnement aux associations suivantes. L'échiquier piscénois à hauteur de 250 € et les chats de la butte à hauteur de 100 €. Donc, ces subventions de fonctionnement complémentaires viennent en supplément des montants attribués par la délibération du conseil municipal du 27 mars 2024. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Julie Garcin pour les aides à la réfection des vitrines.
Oh, je suis pas du tout. Oui, pardon, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de la convention OPA-RU 2023-2028 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, la région Occitanie, ainsi que la délibération du 12 décembre par laquelle il a été mis en place un dispositif d'aide pour la réfection des vitrines, Monsieur le maire vous propose d'approuver l'attribution de subventions suivant un complément d'aide de la communauté d'agglo. Donc à la SCI Vudès, propriétaire du commerce situé au 23 rue Conti. Dans le cadre de ce dispositif, on convient de verser à la SCI une subvention de 1 096,48 €, ce qui représente la prime qui vient en complément donc de la communauté d'agglo. Elle s'élève à 15% du montant des travaux, dont le montant subventionnable pour cette opération est de 8 771,82 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour tout le monde? Je continue l'ordre du jour, mais je n'ai pas oublié que nous n'avons pas fait les affaires générales, mais on va faire les ressources humaines. Benoît Blanc. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous vous proposons de mettre à jour le tableau des effectifs avec la création de 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet. Il s'agit de proposer une suite à 2 personnes que nous avons accueillies pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sous le statut de l'alternance et qui du coup ont pu connaissent aujourd'hui et leur poste et la maison, donc nous leur proposons la suite, et un 3e poste à temps non complet pour permettre une titularisation d'un agent qui était jusqu'à présent sous le statut contractuel et qui donne entière satisfaction. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et donc on attaque les affaires générales avec Aurélie Meillalon. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire propose au Conseil d'approuver le nouveau projet éducatif territorial 2024-2029 de la ville de Pézenas. Le projet éducatif territorial PEDT, mentionné à l'article D521-12 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun la complémentarité des temps éducatifs. Le PEDT est également un outil de collaboration locale qui rassemble à l'initiative de la collectivité l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, parents, éducation nationale, personnel de la ville et associations locales. La connaissance du territoire est un élément éclairant sur les enjeux locaux et les choix de politique éducative portés par la municipalité. Cette nouvelle génération de PEDT dont il est ici question a pu se prévaloir de la maturité de l'Alliance éducative pissénoise et de l'originalité de son fonctionnement. Il a été rédigé après de nombreux comités techniques et de pilotage, comprenant l'ensemble des partenaires éducatifs et en tenant compte de leur avis. Il s'appuie également sur les enquêtes réalisées auprès des premiers intéressés, les enfants de Pézenas. Il en résulte un document de synthèse destiné au grand public pour expliciter la vision commune de l'avenir des enfants pissénois. Dans le prolongement de son projet éducatif, la ville de Pézenas souhaite pouvoir travailler autour de 3 thématiques fortes et prégnantes sur son territoire: la découverte du patrimoine et de la culture, la sensibilisation au développement durable et à la transition écologique, la construction d'une conscience citoyenne et l'éducation populaire. Donc ces thématiques seront déclinées en axes de travail: l'axe culturel, l'axe développement durable et transition écologique, l'axe ludique, l'axe citoyenneté, l'axe sportif. La ville a souhaité conserver les 6 objectifs précédents dans son nouveau PEDT: être un outil de collaboration locale renforcé entre tous les acteurs éducatifs, sensibiliser les enfants au développement durable et à la transition écologique et éveiller une conscience écologique, découvrir le patrimoine et la culture, créer des partenariats locaux avec les établissements du secondaire, déployer l'usage et la culture du numérique tout en sensibilisant sur ses dangers potentiels, développer les structures liées au PEDT. Pour finir, c'est un document vivant qui, durant 5 ans à venir, permettra aux acteurs de se réunir tous les 6 mois pour avancer ensemble dans l'intérêt des enfants et des familles pissénoises dans les comités techniques et de pilotage. Monsieur le maire demande donc au Conseil l'autorisation de signer la convention PEDT et les documents y afférents.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie Garcin-Sodo? Oui. Alors, cela concerne le contrat de bail pour une mise à disposition d'un emplacement destiné à l'accueil d'une station radioélectrique. En fait, c'est une antenne pour le réseau. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la société Cellnex France Infrastructure souhaite disposer via cette convention d'un droit d'occupation de 45 mètres carrés sur la parcelle au 15 chemin des Amandiers, au sein du parking qui a été prolongé, nouveau, afin d'installer et d'exploiter donc une station radioélectrique composée d'infrastructures et d'équipements techniques dédiés à ces services, comprenant notamment un pylône de 18 mètres. L'opérateur Bouygues Télécom sera accueilli sur ce site. La durée de la convention est de 12 ans à compter de la date de signature. Elle sera prolongée par période consécutive de 12 ans. Cette convention donne droit à une redevance annuelle de 4 000 €, toutes charges éventuelles comprises. Donc, Monsieur le maire sollicite le conseil l'autorisation de signer la convention de mise à disposition de cet emplacement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Madame Sadje. Moi, je trouve dommage quand même qu'ils ne se fédèrent pas, tous, SFR, Orange, Bouygues, pour faire une entité. Après, peut-être c'est pas possible techniquement, mais... Si, c'est possible techniquement. Je viens de recevoir là un autre opérateur. Donc, plus ils vont se fédérer, comme vous dites, plus ils vont monter de 6 mètres. Donc là, on est effectivement à 18 mètres que pour Bouygues. Mais s'ils ont un autre opérateur qui a besoin de quadriller sur ce réseau, puisqu'en fait la ville est divisée en secteurs, avec des secteurs plus ou moins équilibrés au niveau du réseau, je pense que là, ils nous demanderont de monter de 6 mètres de plus. Et actuellement, on a un autre opérateur qui, lui, a besoin de fournir plutôt du côté de la route de Montpellier. Et si on arrive à trouver une solution, enfin, on entend qu'il y ait des Picénois qu'il n'y ait pas de réseau, effectivement. C'est pas la chose la plus élégante que j'aime placer dans la ville, mais voilà. On lui a demandé de prendre en compte le fait effectivement de prendre un locataire avec lui. Voilà. Là, il se trouve qu'il n'y a pas eu d'autres demandes. Mais bon, plus c'est haut, plus ça se voit quand même. Hein. Voilà. 18 mètres, c'est pas mal. Sachant que de toute façon, l'État impose qu'on réponde et qu'on trouve une solution. Qu'on dise oui. Oui, et c'est vrai que le quartier est mal couvert. Pas particulièrement par Bouygues, mais par Orange aussi. Peut-être que Bouygues louera son antenne à Orange ou hébergera, parce que des fois, ils se prêtent aussi le réseau. Enfin, se prêtent ou se louent, parce qu'ils ne doivent pas se prêter grand-chose quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 4 que je vais présenter, c'est l'identification des zones d'accélération de production des énergies renouvelables. Donc, vous avez reçu une carte. L'AGLO avait déjà délibéré au préalable. Elle va redélibérer logiquement à sa prochaine séance du 24 juin, si je ne me trompe pas. Sur cette carte, vous avez pas mal de contraintes qui peuvent se poser à la ville, notamment celle du secteur sauvegardé. Donc nous avons fait le choix pour l'instant de ne poser en zone d'accélération ENR, énergie renouvelable, uniquement les 2 parkings périphériques projetés, c'est-à-dire celui de Tastavin-Liopis, où nous avons déjà un aval de l'architecte des bâtiments de France, et celui futur des Amandiers après Verdun, dans l'attente aussi de recevoir un peu les conclusions du plan paysage que l'AGLO a commandé et autres, parce qu'il ne s'agit pas non plus de poser par exemple des panneaux n'importe où. C'est toutes les énergies renouvelables, donc il y a aussi les réflexions sur le réseau de chaleur ou autres qui peuvent émerger entre-temps, mais il faut répondre à l'État avant l'été, donc ça sera chose faite si vous délibérez ainsi. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le choix de relancer une délégation de service public pour la fourrière, le gardiennage, la destruction des véhicules, l'enlèvement. On est jusqu'à présent en DSP. Il est évident que nous ne sommes pas équipés et organisés pour le faire en régie publique. Nous faisons la proposition de relancer une procédure de délégation de service public sur ces questions-là que je réduis à fourrière. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Rachel Sacusi pour une convention avec la Fondation de 30 millions d'amis. Oui.
Je l'ai perdue. Même si je la connais par cœur. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc le point 6, c'est de proposer au vote de renouveler pour une année civile la convention de stérilisation et d'identification des chats libres sauvages qui détermine les obligations de chacune des parties et d'autoriser à signer la convention. Donc la ville s'engage à verser pour cette année 2024 un montant de 1 350 € qui correspond à un partage de 50%. Voilà, je précise qu'il y a des modalités qui ont un petit peu été modifiées. Auparavant, la convention était d'un montant plus important parce qu'en fait, il n'y avait pas de distinction entre la stérilisation des chats libres sauvages et des chats libres adoptables. Aujourd'hui, la 30 millions d'amis ne prend en participation que les chats libres sauvages et le reste, c'est la commune qui prend en charge la stérilisation et les tatouages. Donc la mission, elle a été confiée à une association par convention, voilà, et c'est le vétérinaire qui détermine si le chat est adoptable ou pas. Voilà, c'est pour ça que le montant est inférieur aux autres années, parce qu'en fait, il y a autre chose qu'il faut payer. Voilà. Voilà qui est précis. Si vous voulez des questions sur les définitions, Rachel est là. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et à nouveau, Julie Garcin-Sourdeau. Alors, cela concerne la convention de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communication pour le raccordement à la fibre optique, donc pour l'installation d'une armoire technique préfabriquée qui sera à l'entrée de la parcelle cadastrée BK 938 située avenue Général Montagne et destinée à héberger les installations techniques de raccordement de la fibre. Elle permettra aux autres opérateurs de gérer les lignes des différents abonnés au réseau, dont la commune étant propriétaire de cette parcelle. Son accord est indispensable à la réalisation du réseau permettant ce raccordement en signant la convention. L'autorisation accordée par le propriétaire permet l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau FFTH ainsi que les opérations d'entretien des abords. Il est convenu entre les parties que les éléments du réseau restent la propriété exclusive du département de l'Hérault. Et donc, Monsieur le maire sollicite le conseil municipal l'autorisation de signer cette convention et les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Aurélie Mialon pour la dernière convention. Merci Monsieur le maire. Alors c'est la convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail pour l'année scolaire 2024-2025. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour toute la communauté éducative qui offre un lieu d'échange et de collaboration entre les élèves, leurs parents et les équipes éducatives. L'ENT. Dans le cadre de la mise en place d'un ENT premier degré pour la région académique Occitanie, projet d'intérêt général dénommé ENT École, la région académique et les collectivités signataires conviennent de mettre en œuvre un plan de développement des usages du numérique à l'école et se fixent comme objectif le développement des usages du numérique éducatif et de l'espace numérique de travail ENT École. La présente convention a pour objet de définir les rôles et engagements des parties relatifs à la promotion, l'accompagnement, la formation et l'assistance pour la mise en œuvre de l'ENT École, la fourniture des données à caractère personnel nécessaires ainsi qu'un cadre de gouvernance et de pilotage. Elle prend effet à signature et se termine au 1er septembre 2025. La collectivité assure l'équipement et la maintenance informatique, n'est-ce pas Sandra, ainsi que les accès Internet nécessaires à l'utilisation de l'ENT École. La participation financière de la commune est fixée à 45 € TTC par école et par an, soit un montant total de 135 €. Les établissements concernés sont l'école élémentaire public Jacques Prévert, l'école maternelle publique Robert Desnos et le groupe scolaire Bobilade-Pointe, école élémentaire Jules Vallès et école maternelle Charles Perrault. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande.
Ah, un petit oui, sujet. moi j'avais fini les affaires générales, effectivement. Domaine et patrimoine, Julie Garcin-Sodo, pour un déclassement de parcelles. Exactement. Donc, écoutez, la délibération, en date du 15 mai dernier, on a constaté la désaffectation de la parcelle communale section AW 1035, 6 rue de la Fontaine des Fées. Il est rappelé qu'elle était initialement destinée à accueillir un aménagement public lors de la création du lotissement Le Mail de Plaigue-Bio. Il est proposé au Conseil, à la suite de sa désaffection, de déclasser cette parcelle et de l'incorporer dans le domaine privé de la commune. Elle est d'une superficie de 631 mètres carrés, en plein quartier résidentiel, constructible, classée en zone UB du plan local d'urbanisme. Le souhait est donc de la commune de la céder comme terrain à bâtir. Elle répondrait ainsi à la nécessité de densifier les constructions lorsque cela est possible et que la zone concernée est déjà desservie à cet effet. Présence de réseaux publics pas très loin, ce qui est le cas évidemment. La commune a demandé une estimation au service des domaines. Voilà, et donc monsieur le maire propose de déclasser cette parcelle à la suite de sa désaffectation. Et puis c'est tout. Je ne vais pas redire la même chose. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Je précise qu'elle sera mise à la vente. L'information sera publiée une fois qu'on aura tout cadré sur le site internet de la commune, mais au moins l'information est publique. Donc, nous avons fini l'ordre du jour. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande publique, de commande publique et des conventions de mécénat. Est-ce qu'elles appellent des questions de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Sadger. C'est pas vraiment une question diverse. Je voulais vous remercier pour la réunion organisée sur les études des digues que j'avais demandé en conseil. Il est vrai que, comme on me l'a fait remarquer, qu'il y a déjà eu une réunion concernant cette étude sur les digues à laquelle je n'avais pu participer. Cependant, bon, je demandais pas vraiment une réunion, hein. C'était juste un résumé, un conseil qui aurait pu profiter à tous ceux qui aujourd'hui peuvent être intéressés puisque c'est enregistré. Voilà, c'est tout. On verra pour peut-être. On va faire cette réunion-là et on verra s'il y a besoin ou devant quelle commission la présentation peut être faite. On n'avais pas. J'avais pas forcément saisi la demande pour que ça soit en séance publique. Merci. Voilà, je vous précise qu'il y a des élections le 30 juin et le 7 juillet, donc je fais appel aux bénévoles assesseurs parce que cela risque d'être compliqué. Et voilà, s'il y en a qui écoutent, la ville a lancé un appel aux bénévoles comme chaque fois, et peut-être plus que d'habitude, mais nous ferons face parce que la démocratie le mérite. Bonne soirée à toutes et à tous.